Bonjour, donc moi c'est Gabrielle Deveau. Je suis développeuse AirShiny de la société Lincoln et je suis actuellement en mission chez Enedis. Et là je vais vous présenter une application Shiny qu'on a fait chez Enedis qui va aider à la transition énergétique pour les collectivités territoriales. Deux parties dans cette présentation, une première partie sur l'utilisation générale de Shiny chez Enedis et ensuite une deuxième partie vraiment axée sur le projet qu'on a fait justement de cartographie des capacités du réseau et que je vais vous présenter ensuite. Donc, petit aparté sur Enedis. Enedis, c'est une société qui est en charge du développement et de la maintenance du réseau électrique en France. Et au sein d'Enedis, je suis dans une équipe d'à peu près 45 personnes qui contient des data scientists, des data ingénieurs, des DevOps et des développeurs DataVis, donc moi. Et on maintient et on développe 8 applications Shiny et Dash en ce moment. Donc 6 applications Shiny et 2 applications Dash. Dash étant l'équivalent Shiny côté Python. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est des applications prototypes en Shiny. Pourquoi Shiny ? Shiny, c'est du R. Et dans notre équipe, on a un grand historique d'utilisation de R, dans notre équipe de data scientists. Donc ça fait des années et des années que cette équipe travaille en R, et du coup, ça paraissait naturel de se tourner vers Shiny. Ça demande de maîtriser un seul langage entre le modèle qui va être en R et l'IHM qui sera en R aussi. Du coup, le data scientist peut faire son modèle, puis faire un petit début d'application Shiny, ou éventuellement, si c'est trop complexe, la confier au développeur spécifique Shiny. Shiny, c'est très rapide à développer. On peut avoir un prototype d'application en quelques jours, quelques semaines ou quelques mois pour les plus complexes. Et grâce au package Leaflet, on a de très grandes possibilités de cartographie et on fait beaucoup de cartographie. Et tout ça, ça en fait un outil parfaitement adapté à la réalisation de prototypes. Donc, nous, on va du développement à la mise en production. Et comment ça se passe ? On va avoir un utilisateur, donc un commanditaire, qui va avoir un besoin. Donc, il va communiquer ce besoin à un ou une data scientist. Et selon le type de réponse espérée, on va avoir trois catégories de réponses. Soit une étude ponctuelle, c'est-à-dire que le data scientist va récupérer des données, faire quelques statistiques, quelques graphiques et renvoyer ça à l'utilisateur de manière ponctuelle. Soit on va avoir des applications ou des packages, donc là c'est plus pour des projets longue durée, qui nécessitent parfois de l'interactivité, d'où Shiny, et donc on va se focus un petit peu plus sur les applications. Notre data scientist, il va avoir accès à un environnement de développement. Donc pour le R, ça va être un serveur RStudio, pour Python, ça va être Jupyter ou un serveur VS Code. Il récupère ses données sur une base Postgre, et il peut envoyer... Pardon. C'est mieux ? C'est mieux ? Ah. Ok, bon, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est le micro, peut-être que c'est mieux comme ça ? Ah, ok, bon, désolé. Du coup, le code est sauvegardé sur un repo Git partagé dans notre équipe. Donc là, notre data scientist, il a fait un premier prototype de son application Shiny en quelques semaines et il pense qu'il est prêt à mettre une première version disponible à l'utilisateur. Donc pour ça, on va faire appel à une équipe de DevOps qui va nous faire un déploiement automatisé avec Jenkins, Ansible, Helm et Vault. Ils vont déployer nos applications dans un environnement Docker et Kubernetes. Et du coup, on va avoir nos petites applications Shiny et Dash disponibles dans des environnements. Donc d'abord de recettes, on vérifie que tout va bien. Ensuite, on passe en pré-prod, prod. Donc un environnement assez classique de développement jusqu'à la production. Donc là, on est toujours sur des prototypes. On ne parle pas d'une application industrialisée, on fait toujours du prototypage. Et ce prototype, du coup, on va le mettre à dispo à l'utilisateur. Et cet utilisateur va nous faire des retours. Donc je voudrais telle évolution, je veux qu'on supprime cette fonctionnalité, ah finalement ça va pas, je pensais que ce serait pas comme ça, en fait on supprime et on refait. Et on repart sur cette boucle pendant généralement 2-3 ans. Et qu'est-ce qui se passe au bout de ces 2-3 ans ? Soit le projet est terminé, l'application a rempli sa fonctionnalité, on n'en a plus besoin et on va la clôturer. Soit l'application en fait elle a beaucoup de succès, on en a encore besoin, on veut plus d'évolution, plus d'utilisateurs, plus de tout. Et ça sort du côté prototypage. Et du coup, on va envoyer cette application à une équipe d'industrialisation qui va tout récupérer et tout refaire
mais pas en Shiny. Et on verra ça à la fin de la présentation. Du coup, là, on en est à... tout va bien, on a une application, ça tourne, etc. On va passer du coup à un petit zoom sur un projet qu'on a réalisé en Shiny. Mais il faut d'abord un petit peu de contexte fonctionnel, donc du contexte électrique. Alors moi, l'électricité, je détestais ça au lycée, mais j'étais obligée de m'y mettre. Déjà, chez Enedis, on a plusieurs sujets de transition énergétique qui utilisent Shiny. Donc la cartographie des capacités du réseau que je vais vous présenter, de l'analyse d'utilisation de véhicules électriques de la flotte Enedis. On a 4000 véhicules électriques chez Enedis. Du référencement de bornes de recharge existantes, de bornes de recharge pour véhicules électriques, de la prévision de positionnement de stations de recharge pour poids lourds électriques. Alors ça, c'est à horizon assez long terme, parce que des poids lourds électriques, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. De la maintenance prédictive, notamment sur l'état du réseau, et plein d'autres sujets qui utilisent Shiny, mais qui ne sont pas orientés transition énergétique. Là, comme j'ai dit, on avait 8 applications en cours, et plein d'autres projets qui ne sont pas des applications Shiny. Donc, petit zoom sur la cartographie des capacités du réseau. Et déjà, qu'est-ce que c'est le réseau? Donc, en vert, là, vous avez une représentation du réseau électrique. Imaginez ça comme un câble. Donc ce câble, il va alimenter, là, on a 5 maisons. Tout va bien, tous les voyants sont, enfin, toutes les ampoules sont jaunes, donc tout va bien. Mais ces 5 maisons, peut-être qu'elles ont des véhicules électriques. Peut-être qu'ils n'ont pas de parking. Et du coup, la mairie va décider d'installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques de ces maisons. Qu'est-ce qui se passe si la mairie décide d'installer 3 bornes en amont de ces maisons? Quel va être l'impact? Pour savoir ce que va être l'impact, il faut parler d'abord de capacité restante. La capacité du réseau, c'est ce qui est disponible à cet instant-là dans le câble pour, comme énergie supplémentaire qui n'est pas utilisée par ces maisons. Si la capacité restante est suffisante, tout va bien. On peut installer nos bornes, des véhicules peuvent se charger et nos maisons sont toujours tout comme il faut. Par contre, si la capacité d'accueil n'est pas suffisante, on va être obligé de réaliser des travaux sur les réseaux électriques pour éviter de provoquer des coupures. Parce qu'en fait, sans travaux, le réseau n'a pas la capacité, donc en fait, on ne peut pas installer ces bornes, on risquerait de provoquer des dysfonctionnements dans le réseau. Donc, il faut faire des travaux. Et ça, c'est la mairie qui va faire donc une demande à Enedis. Elle va lui dire, je voudrais installer 3 bornes à cet endroit, est-ce que c'est possible? Donc Enedis va lui dire, bah oui, mais en fait, il faut faire des travaux. Du coup, ça va avoir un certain coût pour la collectivité locale. Ça peut être la mairie, mais c'est la mairie, mais ça peut être la région ou le département. Et du coup, ces travaux, ça coûte cher. Alors que si ça se trouve, dans la rue d'à côté, le réseau avait une capacité suffisante, et en fait, on aurait pu installer des bornes sans faire de travaux. Sauf que, on arrive à notre problématique, la mairie n'a pas accès à cette information. Il n'y a aucun outil qui répertorie en masse l'accès à l'information de la capacité restante en tout point du réseau. Et donc notre réponse à cette problématique, c'est Captain, l'application qui veut dire cap pour la transition énergétique. Captain, c'est une IHM qui propose une cartographie des capacités du réseau. Donc ça propose un accès large échelle aux capacités d'accueil du réseau, avec le contexte géographique qu'on va avoir, c'est-à-dire les routes, les parkings et les bâtiments qui viennent d'OpenStreetMap. On a la possibilité de faire des simulations de positionnement de bornes de recharge pour véhicules électriques et de voir comment ça va impacter dynamiquement le réseau ensuite. C'est-à-dire que si je tire toute la capacité en installant 3 bornes, en fait, ça veut dire que potentiellement, 2 rues plus loin, on ne peut plus en installer si on voulait le faire. Parce qu'on a tiré trop d'énergie d'un côté et de l'autre côté, ça l'a impacté aussi. Je vais passer sur une petite démonstration. Petit point d'attention, dans cette démonstration, les capacités que vous verrez affichées à l'écran sont fictives. Alors la démonstration, vu qu'il n'y a plus d'environnement de production, parce qu'en fait ce projet est terminé, la démonstration en fait c'est une vidéo faite depuis la dev, et pour éviter que l'effet démo en pleine conférence et que ça plante, j'ai fait une vidéo. Donc là, on est du côté de Nantes, on est plus précisément du côté de Vertou, et à Vertou, il y a un complexe sportif. Il est juste ici. Ce complexe, il a 2 parkings. Donc on pourrait se dire, la mairie pourrait se dire, je voudrais installer des bornes de recharge sur ces parkings pour que les gens qui viennent faire le sport puissent recharger leur véhicule électrique. Sauf que comme on voit sur la carte, en fait c'est grisé
C'est un petit peu flou, j'ai l'impression. Mais dans la légende, ça veut dire qu'il ne reste pas de capacité restante. Donc on ne peut pas installer de bornes à cet endroit-là sans faire de travaux. Par contre, juste, on traverse la rue et on voit qu'on a une petite portion de route là, en face d'une autre salle, où en fait les capacités restantes sont au vert. Non, elles sont au bleu. Ça veut dire qu'en fait, il en reste pas mal. Donc là, je peux faire une simulation d'insertion d'un projet de 120 kVA. Ça peut représenter par exemple 4 bornes de 30 kVA. Ce sont des bornes recharge correctes. Et du coup, je vois que je peux faire mon projet. J'ai mon projet qui apparaît sur la carte et je vois que ça n'a pas impacté les alentours. C'est-à-dire que je peux installer ici, mais je pourrais même installer encore dans la rue d'à côté qui est en bleu ou celle encore plus haut. Donc ça, c'est notre application Shiny. Cette application, du coup, elle a été testée pendant 2 ans, voilà, voire 3. Je sais comment on fait pour remettre. Merci. Donc cette application, elle a été développée pendant 1 an, puis testée pendant 1 an et demi, 2 ans, auprès de plusieurs utilisateurs et plusieurs collectivités qui ont dit ok, c'est super, mais on veut plus. Donc là, on dit nous on fait que des prototypes. Du coup, on va devoir confier le projet à une autre équipe et c'est là qu'on passe à l'industrialisation. L'application industrialisée, elle est aujourd'hui terminée depuis presque 1 an. Elle a été mise à disposition en été 2022. Elle a un back-end en Spark Scala et une IHM en Angular. En comparaison, notre application Shiny Captain, ça représente à peu près 300 utilisateurs depuis 30 collectivités, alors que l'application Caporal, en 1 an, elle a eu 4000 utilisateurs de la France entière et elle a régulièrement 1000 utilisateurs par mois et c'est en croissance. Les gros avantages par rapport à Shiny, c'est la performance de calcul et de navigation. C'est beaucoup plus fluide. Bon, ça ne se voyait pas avec la vidéo, mais en fait, si on veut faire plein de projets, ça se met à ralentir un petit peu. Alors qu'avec l'application industrielle, il n'y a pas ce souci. Et surtout, on avait une équipe de développeurs qui étaient habitués à faire de l'industrialisation. Ils sont une dizaine, alors que nous, sur le projet, on n'était que 5. Et ils travaillent avec cette stack technique et voilà, c'est leurs outils. Après, il y a toujours bien sûr une passation entre l'équipe de prototypage et l'équipe d'industrialisation. Et cette passation, elle a duré quasiment 1 an et elle est encore en cours aujourd'hui pour continuer à améliorer l'outil industriel. Parce que l'outil industrialisé, ça ne veut pas dire qu'il arrête d'évoluer. Il continue à avoir des nouvelles fonctionnalités. Je vous propose de faire une petite démo au campus d'Avignon, là où on est. Je n'y avais pas accès sur l'application Shiny, mais sur l'application industrialisée, elle y est. Donc là, c'est une vue d'au-dessus du campus où on est. Alors nous, on est en bas à droite, là-bas. Et là, c'est la vue depuis la rue Louis Pasteur. Et on a, j'ai repéré, 3 possibilités de parking. Alors actuellement, si vous êtes passé devant, vous verrez qu'en fait, il n'y a que la rue d'en bas parce que le reste, c'est en travaux. Mais on va supposer que c'est comme sur la vue Google Maps et qu'on a bien 3 zones de parking où on pourrait potentiellement positionner des bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc la grande question, c'est combien peut-on installer de bornes de recharge de 30 kVA sur le campus d'Avignon? Je précise que cette démonstration ne se substitue pas à une demande de raccordement officielle et n'a pas de valeur d'engagement. Je vais juste changer de PC. Hop. Juste en besoin de la place. Merci. Alors, donc voici l'application Caporal, qui est le successeur de Captain. Quand j'arrive sur l'application, je vois une cartographie de la France et je vais pouvoir aller direction Avignon. Avignon, c'est par là. Voilà. Hop, je vais aller me positionner directement là où on est. Et on est ici. Donc ça, c'est la vue qu'on a, si je passe en vue satellite, c'est le bâtiment qu'on a vu tout à l'heure. Hop, je repasse en vue plan. Et donc là, je vois les capacités restantes du réseau. Donc je vois que tout à l'heure, j'avais repéré donc la rue Louis Pasteur ici. À gauche du bâtiment, donc c'est à peu près ici. Et derrière le bâtiment, à peu près ici. Donc je vois que sur les 3 endroits, on a beaucoup de capacités restantes. On est tous supérieurs à 120 kVA, donc c'est super. Ça veut dire qu'on peut installer des bornes partout. Du coup, je vais m'installer 4 bornes sur la rue Louis Pasteur, puis 4 bornes à côté du bâtiment. Comme ça fera vraiment plein de bornes. Hop, j'ajoute un nouveau projet de consommation. Je vais le mettre à 120 kVA pour faire 4 bornes. Et je confirme.
zut, maintenant que j'ai mis mon projet, en fait je ne peux plus le mettre à gauche du bâtiment. Parce que le retrait d'électricité ici impacte aussi le réseau à gauche du bâtiment. Ça veut dire qu'en fait c'est plus ou moins reliés entre eux, et du coup je ne peux pas faire à la fois un projet sur le rue Louis Pasteur et un projet à gauche du bâtiment de l'université. Par contre je peux me rabattre sur la fin de la route en haut, derrière le bâtiment, où là je vois qu'il me reste encore de la capacité, et du coup je peux ajouter un nouveau projet. Ouais. Hop. Et du coup je repasse ici. Ah, c'est bon. Et du coup, allez. Non, c'est celle d'avant. Pour résumer, donc on collecte le besoin utilisateur pour faire une application. On crée un prototype expérimental en Shiny pendant à peu près 2-3 ans. Et ensuite, on confie ça à une équipe d'industrialisation qui va la mettre à disposition du public. Alors, c'est pas public, c'est accessible aux collectivités locales et entreprises depuis le portail Enedis. Donc malheureusement, vous et moi, on ne peut pas y accéder. Enfin, moi je peux parce que je suis chez Enedis. Mais... Et des questions. Voilà. Et du coup, en attendant que tu regardes les questions... En attendant que les questions soient préparées, juste, voilà, je ne suis pas la seule à avoir fait ce projet. Ah, bon, tant pis. Voilà. Non, pas de souci, c'est bon. Voilà, juste, il y avait d'autres contributeurs au projet. Donc des développeurs Shiny ou R, ou des chargés de projet et la personne qui faisait les maquettes. Voilà. Quel est votre avis sur la réactivité de Shiny en tant qu'outil de simulation? Alors, ça dépend de la quantité de données à afficher, surtout quand on travaille avec Leaflet. Moi, je fais beaucoup de cartos, et Leaflet, si on veut mettre beaucoup de polygones ou beaucoup de lignes, concrètement, c'est pas très rapide. En tout cas, depuis Shiny. Je sais pas si ça a bien répondu à la question. Sinon, pour le reste, je trouve ça relativement rapide. Dans les autres applications qu'on a, ça va, ça répond bien. Après, je n'ai pas d'autres applications qui est passées en Indus actuellement pour faire une comparaison entre le prototype et l'industriel. Mais en tout cas, sur ce projet-là, ça va beaucoup plus vite sur l'Indus. Pourquoi le prototype est fait avec R-Shiny et pas direct avec le langage logiciel utilisé pour l'industrialisation? Alors, c'est pas la même équipe qui fait le prototype et celle qui fait l'industrialisation. Parce que initialement, le modèle de calcul des capacités du réseau, après avoir fait une simulation, c'est des modèles matriciels, R, et en fait l'équipe d'Indus, c'est pas forcément leur cœur de métier. Eux, ils vont plutôt faire du dev web, donc ils sont très forts là-dedans. Mais en fait, ils ont besoin que nous, on leur crée les formules. Et en fait, comme toute la partie prototype, elle est faite chez nous, on fait aussi l'application en Shiny, et ensuite on leur confie le prototype final. Mais ce prototype, par exemple sur Captain, il a été cassé et refait 4 fois. Donc on a changé les maquettes, changé la manière de naviguer sur la carte, etc. Et en fait, une équipe si on faisait ça directement dans la techno industrielle, c'est beaucoup plus long à coder, et du coup ça coûterait beaucoup plus cher. Du coup, le prototype, en fait, ça coûte beaucoup moins en termes de personnes impliquées et en coût, tout simplement, de faire ça avec Shiny. Ça j'ai déjà fait. Attends. Est-ce que le plus grand facteur limitant est l'incapacité de Shiny à faire du parallèle processing? Alors, justement, pour la partie modèle, donc la partie qui va calculer les capacités restantes, oui. Actuellement, le modèle Spark Scala fait du calcul parallèle et ça le rend beaucoup plus rapide. Je crois que c'est de l'ordre de x100 ou x400, un truc comme ça, pour calculer les capacités restantes. Par contre, côté interface, la navigation est beaucoup plus rapide dans l'industrialisation. Après, est-ce que c'est de la faute de Shiny ou est-ce que c'est de la faute de notre manière de coder en quelque sorte? Je ne sais pas. Lors du transfert en industriel, est-ce qu'il faudrait tout réécrire ou une partie du code est transférée? Alors on part de R vers 2 autres langages. Du coup, oui, tout est réécrit, mais c'est pas réécrit de zéro. On prend le script qui a été fait en R et on le traduit. Enfin, la structure, enfin, l'idée derrière
ne va pas changer. Par contre, c'est vraiment le langage qui va changer. Et comme j'ai dit, comme on fait du calcul parallèle avec Spark Scala, j'en fais pas du tout, donc je peux pas vraiment dire comment c'est fait, mais je pense qu'il y a aussi des modifications pour s'adapter à du calcul parallèle. Ok. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Je vous encourage à venir en discuter avec Gabriel.